Marty, on va parler un petit peu du Canadien de Montréal. Oliver Kapanen, Emil Heinemann, peu de gens. Je veux dire, tu nous l'avais calé avant que ça commence. Alors, ce serait mal placé de dire ça. Mais peu de gens avaient quand même les voyaient dans la formation cette année. Mais ils sont parvenus, ils ont réussi à percer l'alignement des 23 joueurs. Reste à voir s'ils vont rester longtemps, reste à voir combien de matchs ils vont jouer ou combien de matchs ils vont voir de la passerelle. Mais au moment où on se parle, ils sont de la formation. Je vais volontairement exclure Lane Hutson de cette discussion-là. On en a parlé abondamment. C'est pas une surprise pour personne. La façon qu'il a joué au camp, rapidement, c'était assez évident là, qu'il allait faire partie des défenseurs en uniforme pour le premier match contre Toronto. Je veux vraiment qu'on se concentre sur les plus grosses surprises. Je vais aussi exclure Marty Alex Barré-Boulet parce qu'il a 27 ans, donc on en parle un peu moins. Mais Kapanen et Heinemann, je veux t'entendre sur eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme impact dans la Ligue nationale de hockey? Où est-ce qu'on se situe chez le Canadien de Montréal? Est-ce que ce n'est que passager et qu'on va rapidement ramener Joshua Roy? Je veux t'entendre sur les plus récents développements du Canadien. Ben, je vais commencer avec Oliver Kapanen. Mais premièrement, excellent camp. Ça a été... tu sais, quand je parlais, ça lui prend un bon camp et tout ça. Puis j'étais le premier à dire, je pense qu'on va le renvoyer en Suède. Mais à un moment donné, ça a été le meilleur pointeur du camp. Là, je comprends que le trio de Nick Suzuki n'a pratiquement pas disputé de match parce qu'on avait peur aux blessures. Là. Mais c'est quand même pas rien. Ça montre qu'il a fait du bon travail. Dans tous les matchs, il a été présent. Peut-être pas constant à 100% offensivement, mais défensivement était là, appliquait de la pression au bon moment. Tu vois déjà que le rythme de la LNH, il n'y a pas de problème pour Oliver Kapanen. Il récupère la rondelle et est déjà capable de réaliser une décision rapidement. Tu sais, j'ai déjà mentionné qu'il n'a pas la rondelle et il sait déjà qu'est-ce qu'il va réaliser. C'est le cas. Kapanen, on l'a testé avec plein de joueurs. Moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais à un moment donné, on l'utilisait avec Joshua Roy. Il y avait une belle chimie entre les deux. Ouais. C'est quelqu'un qui, tu sais, on parlait de Barré-Boulet et d'Emil Heinemann, il s'est bien débrouillé. Je trouve qu'avec Heinemann, ça va très bien. Les deux utilisent leur force. Tu sais, quand tu vois l'intelligence d'un joueur, c'est ça. Kapanen, avec Heinemann, il sait qu'Heinemann, c'est quelqu'un un peu plus d'intensité, qui va dans les coins, qui a un bon coup de patin. Donc, souvent, tendance à être un peu plus en retrait. Il va aller en support de rondelle. Il va espérer qu'un Heinemann gagne les bagarres. Se situe toujours un peu près. Et là, par la suite, d'être capable de faire diriger l'attaque d'un côté ou de l'autre, est capable justement avec une bonne vision de jeu. C'est parfois qu'un Barré-Boulet se retrouvait dans l'enclave. Lui également, c'est un excellent fabricant de jeu. Donc, ça a permis de créer plusieurs choses. Moi, je pense que dans le cas de Kapanen, ce qui est intéressant, bien, premièrement, on a amplement mérité son poste. Je pense que l'avantage aussi qu'il ne peut pas vraiment aller à Laval et que tu veux le garder un peu, ça, je pense que c'est une grosse raison qui fait en sorte qu'on le garde quelques matchs supplémentaires. Et je pense que la blessure de Patrick Laine, ben, je pense que c'était Martin Saint-Louis, tu veux te donner quelques munitions. Là, présentement, tu as Yoel Armia sur le deuxième trio. Moi, je ne suis pas certain que c'est très fort. Donc, si tu as des problèmes à marquer des buts, si après 3, 4 ou 5 rencontres, tu as vraiment un gros problème de production sur le deuxième trio, ben, tu peux très bien amener Kapanen. Ça devient une option. Tu peux jongler avec ça. Puis par la suite, tu verras. Mais j'espère que ça va être ça. Je ne souhaite pas de voir Kapanen dans les gradins pendant 6 ou 7 rencontres. Puis je ne m'attends pas à ça de toute façon. Je pense qu'il va disputer des rencontres. Et si on en arrive là, on le renverra en Suède. Mais je pense que la grosse clé dans son cas, c'est vraiment qu'il l'a mérité. Et dans le cas d'Emil Heinemann, ben chapeau, hein, parce que dans le cas des recrues, tu t'en rappelles, il n'y a pas eu des matchs à tout casser. Certainement pas le premier. Mais on dirait que ça lui a peut-être pris du temps à prendre son rythme. Lui, c'était surtout de l'intensité, c'est de comprendre son rôle oui, il a un bon tir, mais c'est pas nécessairement Alexander Ovechkin non plus. C'est quelqu'un qui doit surtout être intense, doit appliquer de la pression, doit défier les défenseurs, doit aller dans les coins, être intense en récupération de rondelles, doit gagner son lot de bagarres. Et chapeau à lui, tu sais, je parlais de Kapanen, ben, il a été un peu en mesure de se coller sur les succès d'un Kapanen, de profiter de tout ça. Et ben, je pense que ça lui a permis de bâtir sur une bonne fin de camp. Puis on ne va pas se raconter d'histoire non plus. Si tu as besoin de joueurs sur un 3e ou un 4e trio, je pense qu'Heinemann coche peut-être un petit peu plus de casse qu'un Joshua Roy, par exemple. Ouais, au moment où on se parle, Marty, les compositions de trio du Canadien, du moins le bottom 6, c'est Dvorak, Anderson, Barré-Boulet, Evans, Gallagher avec Heinemann et Kapanen et Pezzetta qui sont laissés de côté. Est-ce qu'on leur rend service aux jeunes? Très, très souvent, on a vu ça par le passé. Le Canadien donner des chances à un Charles Hudon, mais l'utiliser sur un 4e trio. Un Jesse Ylönen, même chose, un joueur plus à caractère offensif, mais l'utiliser sur un trio plus d'énergie. Est-ce qu'on donne les outils à Heinemann de performer en le plaçant aux côtés
Evans et de Gallagher. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire de le glisser à côté de Kirby Dach, mais est-ce qu'on ne va pas devoir le mettre plus dans des situations favorables si on veut avoir des conditions qui permettent une éclosion du jeune joueur? Ben, tu sais, premièrement, je pense que Martin Saint-Louis n'a pas une... c'est pas super simple. Là. Je pense que la blessure de Patrick Laine complique énormément de choses. Si tu as Laine, tu le places avec Newhook et Dach, tu es capable de descendre Yoel Armia sur un troisième trio. Ça simplifie un peu les choses. Là, malheureusement, puis je pourrais même inclure Newhook là-dedans, tu as 1 voire 2 trous. Ça fait en sorte que, ben là, malheureusement, tu n'as pas 56 candidats. Tu es obligé de tenter une chance avec peut-être Heinemann, peut-être Kapanen, Barré-Boulet. Puis, tu l'as bien mentionné, Joshua Roy peut revenir dans le décor pas mal plus vite qu'on le pense aussi. C'est clairement pas terminé pour lui. Là. Donc, je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est plus compliqué. Moi, en même temps, cette composition de trio-là, là, je vais en général, je ne suis pas certain que ça avantage beaucoup Heinemann. Tu sais, je regarde Gallagher, je regarde Evans, je regarde Heinemann, justement. C'est peut-être pas les joueurs les plus... tu sais, la meilleure vision de jeu. C'est vraiment le QI hockey, là, vraiment, de rendre tout le monde meilleur, d'avoir c'est ça. Une créativité. Parce que Evans est brillant sur la glace. Ben, c'est ça. Ben, oui, mais tu sais, moi, les qualités d'Evans, c'est surtout défensif et avec sa vitesse. C'est peut-être pas le joueur qui rend tout le monde meilleur autour de lui. C'est surtout quelqu'un qui prend la rondelle et qui va rapidement. C'est efficace pour de l'échec avant. C'est un trio qui peut être efficace lorsque tu vas aller appliquer de la pression et que tu veux tenter de créer des revirements chez l'adversaire de l'autre côté. Mais dans le cas d'Heinemann, j'ai pas l'impression que ça l'avantage beaucoup. Tu sais, je parlais de Kapanen. Je pense qu'il y a intérêt à avoir un joueur comme Kapanen, justement. Peut-être qu'un Christian Dvorak, qui est moins rapide, mais qui est peut-être un petit peu plus intelligent, ça lui servirait un peu plus. Je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que ça sert beaucoup à Heinemann. Mais je le répète, je pense que Martin Saint-Louis, là, étant donné tout ce qui s'est passé dans les derniers matchs, le fait que Joshua Roy maintenant à Laval, là, c'est un peu comme s'il y avait beaucoup d'imprévus. Je pense qu'il va jongler pas mal avec ses trios parce qu'il y a comme rien de certain. Tu sais. Ben ouais, c'est une thématique qui est revenue abondamment dans les derniers jours. Là, comme quoi, le camp préparatoire est terminé. On est content que ce soit fini, mais on a encore plus de questions qu'au moment que ça a commencé. Alors, on a l'impression qu'on n'a pas réussi à bâtir de trio, de chimie, de cohésion. Et évidemment, Martin Saint-Louis va devoir jongler avec ça. Marky, premièrement, Kingsley, tu le soulignes toi aussi, très hâte d'avoir su à l'avance que Kapanen serait bon et qu'il avait des chances de percer la formation. Il devait te le dire et je te le répète. Mais Kapanen ne pourra pas rester dans les gradins pendant une longue période. C'est bien beau de le garder ici. Je comprends parfaitement la décision. On n'était pas obligé de se prononcer sur Montréal ou la Suède en date du 8 octobre. Mais il ne va pas falloir non plus le laisser poireauter en haut longtemps. Comment est-ce que tu vois cette utilisation-là? Est-ce qu'on va rester un petit peu à la même rotation qu'on a vu en défensive l'année dernière? Les Struble, les Jacky, les Harris qui se sont promenés sur les Kovacevic sur la galerie de presse. Est-ce qu'on va rester un petit peu au même carrousel à l'attaque cette année? Ouais, moi je pense que oui. Moi je pense que présentement, il va... Puis, tout est relatif. Là, je veux dire, si après 3 ou 4 rencontres, tu vois que Kapanen est pas mal plus effacé en volant en Suède, si, à l'inverse, ça me surprendrait énormément, là, mais supposons que les Canadiens commencent la saison avec 6 victoires consécutives, que Barré-Boulet est en feu, qu'Emil Heinemann a 6 points. Extrêmement surpris que ça arrive. Là. Mais... C'est ça. Mais à moins d'un scénario comme ça, moi, je pense que Kapanen, probablement dès le deuxième match, va revenir. On va jongler avec ça. Moi, je pense que Kapanen... Tu sais, je te disais qu'Heinemann, ça ne fonctionnera pas. Ben, c'est facile de prendre Kapanen et de le glisser à l'aile. Tu sais, moi, son match à l'aile, oui, il y a eu des ajustements, mais je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé justement que sa couverture était bonne. Ça n'a pas nécessairement été un problème au niveau du positionnement. Tu pourrais le placer. Puis ça te donne un deuxième joueur de centre aussi. Tu es capable de donner des munitions. Donc, je pense que dans le cas de... Tu as entièrement raison. Je pense que ça donne vraiment plein de munitions à Martin Saint-Louis pour simplement jongler. Puis là, ben, à un moment donné, après 5 ou 6 rencontres, ben, il y a des joueurs qui vont le mériter plus que d'autres. Et ben là, moi, c'est ce que je déplore un peu plus de Martin Saint-Louis. Là, dans le camp d'entraînement, oui, on a voulu éviter certaines blessures en raison de ce qui s'est passé à Patrick Laine. Mais en même temps, je trouve qu'on a raté une occasion vraiment de préparer les trios. Je pense que ça fait en sorte que ça retarde un petit peu le processus et qu'on va devoir attendre à la 6 ou 7e rencontre avant d'avoir une bonne idée de ce qui pourrait attendre l'équipe cette saison. Oui, puis tu sais, ne perdez pas de vue que le Canadien commence avec un back-to-back aussi. Donc, c'est sûr qu'il va avoir, à moins d'une victoire étincelante de 7-0 contre Toronto demain,
moi, je m'attends à ce qu'il y ait des modifications dans le tournoi. Dans le tournoi, pas dans le tournoi, mais dans l'alignement du Canadien de Montréal. À travers tout ça, Marty, celui qui est copé, c'est Joshua Roy. Je pense que c'était quand même une solution facile, entre guillemets, parce qu'il n'a pas à passer par le ballottage. J'ai trouvé qu'on a été très sévères, honnêtement, les gens, sur le traitement qu'on a fait avant Joshua Roy. Certains ont écrit que c'était le pire des camps, une catastrophe. C'est vrai que ça s'est mal terminé. Les derniers matchs ont été difficiles. Au début, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Même, je me souviens qu'il avait frappé un poteau dans un match. Je me souviens qu'il a quand même eu des bonnes chances de marquer. Est-ce que tu penses, Marty, que Joshua Roy a tout simplement pris pour acquis sa place dans la Ligue nationale de hockey puis qu'il n'y avait pas assez le couteau entre les dents puis que l'organisation a tout simplement voulu lui passer un petit message pour qu'il revienne encore plus fort dans quelques matchs? Mélange des deux, je pense. Puis en passant des autres, je suis tellement content de t'entendre dire. Je pense exactement comme toi au niveau du camp de Joshua Roy. Je me pose. Honnêtement, pendant 2 jours, je me disais, écoute, est-ce que je suis fou? Est-ce que je vis sur une autre planète? Moi, il me semble que Joshua Roy était bien meilleur que ce que les gens rapportent. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de constance? Oui. Est-ce qu'il a été bon dans le dernier match? Pas du tout. Il y a eu un gros revirement qui a mené un but du côté des Sénateurs d'Ottawa. Ça a pratiquement fait dérailler le match. Ça a donné le tour du chapeau à Shane Pinto. Clairement. Mais Joshua Roy, le match intra-équipe que je suis allé voir à Brossard, il avait été l'un des meilleurs. Une belle chimie avec Josh Anderson. Il faut comprendre que Joshua Roy, ce ne sera jamais un joueur qui va frapper tout ce qui bouge et qui va continuellement appliquer beaucoup de vitesse et tout ça. La force de Joshua Roy, c'est sa lecture du jeu. C'est son intelligence. Il est peut-être pas le plus acharné, mais il va arriver dans le coin et il gagne des bagarres. Puis même dans le camp, même dans les matchs récents, peut-être pas dans le dernier, mais je l'ai vu faire ça dans les matchs préparatoires. Il arrivait dans les coins, son bâton était au bon endroit, il se trouvait une façon de dire « Oh, la rondelle va se retrouver à tel endroit, tel joueur a telle idée en tête. » Il se retrouvait à tel endroit, coupait le jeu. Je me souviens d'un but, je pense que c'est d'Oliver Kapanen, justement. Joshua Roy fonce au filet, il a eu la brillance d'esprit de dire « Écoute, il n'y a personne entre moi et le gardien de but, même si tout le monde est prêt, ben je fonce, je tente un lancer. » Je pense que Kapanen a récupéré le retour. Et on l'a vu avec différents joueurs et ça s'est quand même bien passé. Moi, je retiens 2 choses dans le cas de Joshua Roy. Je pense que, premièrement, tu l'as bien mentionné, je pense que on va peut-être lui passer un message pour certaines choses. Est-ce que c'est dans l'entraînement en glace? Est-ce que c'est dans sa vie personnelle? Là, ça, je ne veux pas me mêler de ça du tout. Ça, on ne le sait pas. Mais peut-être qu'un peu de ça. Le côté balotage, justement, le fait qu'Oliver Kapanen a impressionné, mais là, à un moment donné, Joshua Roy peut aller dans la Ligue américaine et ne pas passer par le balotage. Ça l'aide aussi. En même temps, il faut que tu regardes les joueurs qui se battaient, entre guillemets, pour un poste. Il a été bon, mais c'est sûr que Barry Boulet en a fait plus. C'est sûr qu'Heinemann en a fait plus. Et c'est sûr que Kapanen en a fait plus. Donc, je pense que tu additionnes tout ça. Là, c'est là que ça a plus de sens. Mais là, quand j'entends dire que Joshua Roy se traîne les savates et que c'est un pourri, entre guillemets, là, ça, je veux faire attention parce que moi, personnellement, je pense qu'il a manqué de constance. C'est souvent ce que les joueurs professionnels ont besoin, mais de dire qu'il a été complètement atroce, là, ça, j'embarque moins. Ouais, je suis content que tu le compares. Puis c'est vrai, il faut mettre les pommes avec les pommes. Il était en compétition avec Kapanen, avec Barry Boulet, avec Heinemann. Lâchez-moi Dvorak, lâchez-moi Newhook, lâchez-moi Armia, Anderson, Gallagher. Ce sont des joueurs avec des contrats garantis, des contrats plus lourds. Tu sais, OK, vous n'avez pas aimé le camp de Josh Anderson. Parfait, c'est quoi votre solution? D'envoyer avec le Rocket? Il y aura quand même 4,5 des 5,5 millions qui va compter sur la masse salariale. Le Canadien, je vous le rappelle, est à peu près à 80 000 $ près pour être capable de placer Carey Price. On ne peut pas se permettre ce genre de mouvement-là. Ils sont coincés. C'est la réalité des contrats garantis dans la Ligue nationale de hockey. Puis Joshua Roy, c'est une façon, peut-être une petite façon, c'est pas le plus gros des gestes, mais c'est une façon un peu d'envoyer le message à tout le monde. On va y aller au mérite. Si tu n'es pas prêt à faire tout ce que tu es capable de faire pour performer, on va te tasser pour m'en placer un autre. Puis Marty, la réalité, c'est que Kapanen, il fallait prendre une décision. Si on le renvoyait en Suède, c'était terminé, on n'avait plus d'options. Mais en y allant de cette façon-là, en procédant comme ça, en commençant à Montréal et Roy à Laval, on repousse cette décision-là et on pourra revenir sur cette décision-là dans 2 semaines et tout simplement faire l'inverse. Si Kapanen, on voit qu'il n'est pas capable de suivre la parade.
Et on pourra mettre Roy si jamais on a une blessure. Mais l'inverse, on n'aurait tout simplement pas pu. Fait que je pense que c'est tous ces facteurs-là additionnés qui font en sorte que le Canadien est allé dans cette direction-là. Mais c'est pas désaveu envers Joshua Roy. On lance pas la serviette. Moi, je pense que plus tôt que tard, il va revêtir l'uniforme du Canadien de Montréal. Je pense que l'adversité aussi des autres, c'est pas nécessairement mauvais. Là, c'est un peu une claque au visage. Est-ce qu'il a pris ça un peu plus mollo cet été? Peut-être. Mais là, justement, là, c'est peut-être une façon de dire, ben écoute, ressaisis-toi, retrouve ta confiance. Semble-t-il qu'il a connu une séance d'entraînement extraordinaire avec le Rocket. Je pense que c'est ce matin. Là. Semble-t-il qu'il y avait le coup. Là, je me fie à Pascal Vincent, c'est ce qu'il disait. Mais tu sais, souviens-toi l'an dernier, Yoel Armia qui avait un contrat à un volet, qui on s'entend depuis qu'il était à Montréal, c'était très inconstant, souvent se traînait les bottines un petit peu. On l'a envoyé à Laval, on lui a un peu envoyé un électrochoc. Et je ne sais pas ce que tu en penses de Yoel Armia. Est-ce que c'est le meilleur joueur de la Terre? Non. Non. Mais je trouve que son attitude s'est améliorée. Tu le vois avec un peu plus le sourire. Tu le vois qu'il tente de travailler un peu plus avec les autres joueurs des Canadiens. On le voit un peu plus dans les événements professionnels où, par exemple, au tournoi de golf des Canadiens, lorsqu'il vient temps de parler avec des Suzuki ou des Slavkovski ou des Caulfield, etc., je trouve qu'on le voit un peu plus. C'est comme si on lui avait redonné... justement, le fait de dire, écoute, là, on est une équipe et comme ce serait bon de t'avoir dans l'équipe. Et je trouve que Armia, au niveau de son attitude, ça s'est beaucoup amélioré. Honnêtement, il était bon avec Joshua Roy. Donc, je me demande si un Roy, ça ne peut pas l'aider et que là, justement, lorsqu'il va s'amener, il va avoir compris certaines choses qui vont peut-être l'aider un petit peu plus, sans dire que ça va donner le meilleur ami à Nick Suzuki, c'est pas ça le point, mais simplement de bâtir une belle chimie, d'avoir un bel esprit de corps finalement. Et c'est ce que surtout, je pense que Kent Hughes, au-delà d'avoir des résultats, je pense que c'est ce qu'il essaie de plus en plus de construire et je pense que c'est sur la bonne voie. Écoute, j'ai jamais vu les Canadiens. Tu sais, ça fait longtemps qu'on écoute les Canadiens des eaux, là. Je me souviens pas d'une équipe qui semblait aussi soudée au niveau des joueurs depuis. Je sais pas si j'ai déjà vu ça, honnêtement. Oui, bien ça, c'est chapeau à l'organisation qui clairement a voulu faire ce virage-là au cours des dernières années. Et ça se ressent, moi, qui je suis à la même place que toi. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.